Encore une fois, merci à chacun d'entre vous pour votre présence à ce colloque autour de l'immigration. Comme annoncé, notre deuxième panel sera axé sur l'accueil des déplacés ukrainiens au Canada en comparant les villes de Québec et Winnipeg. Et nous aurons avec nous le professeur Adèle Garnier, que nous aurons l'honneur d'accueillir. Sa présentation, comme je viens tout juste de le mentionner, intitulée « L'accueil des déplacés ukrainiens au Canada, une comparaison des villes Québec et Winnipeg » nous offrira un éclairage précieux sur les politiques et pratiques d'accueil mises en œuvre dans différentes régions du Canada face à une crise humanitaire majeure. Cette analyse comparative nous permettra de mieux comprendre les défis et les réussites de l'immigration des personnes déplacées ainsi que les spécificités locales qui influencent leur parcours. Et pour modérer ce panel, nous aurons avec nous Siméon Roland Ekodo, qui est adjoint à la chaire publique. Et si je ne m'abuse, tu fais ton doctorat en communication. J'ai le plaisir de céder ma place à M. Roland Ekodo, qui va pouvoir accueillir la professeure Adèle Garnier. Je vous remercie. Merci Jeff et éminents collègues. Je voudrais qu'on accueille professeur Adèle Garnier sous un tonnerre d'applaudissements. Et vous comprendrez pourquoi. Parce que pour la petite histoire, quand on constituait les panels de ce colloque, nous on avait déjà le nom de professeur Adèle Garnier dans nos petits carnets. Mais alors, on a contacté certains enseignants, notamment le directeur de l'École supérieure d'études internationales, le professeur Jonathan Parker, et d'autres enseignants. On leur a dit, est-ce que vous pouvez nous suggérer des figures, des analystes chevronnés sur les questions d'immigration? Et tout le monde nous disait, contactez professeur Adèle Garnier. Mais nous, on avait déjà son petit nom. Donc, du coup, on s'est dit qu'on a la chance de la voir et tout. Donc, il me sera difficile en quelques mots de ressasser ses humanités, ses travaux académiques et son portefeuille scientifique sur la question d'immigration. Mais, puisque l'occasion m'est donnée, et j'espère que je ferai pas offense à sa riche carrière en oubliant quelques aspects de son parcours. Madame Adèle Garnier est professeure au département de géographie à l'Université Laval. Elle est directrice des programmes au premier cycle au département de géographie. Elle est directrice également d'un centre qu'on appelle aussi là, Centre de recherche de culture, art et société. Ses champs d'expertise portent sur la géographie politique, sur les thématiques telles que migration et territoire, migration, inégalité et pouvoir, gouvernance humanitaire, migration et marché du travail, réinstallation des réfugiés, étudiants internationaux et intégration locale. Et ces publications les plus éminentes, on a entre autres Refugees, Resettlement, Power Politics and Humanitarian Governance. Professeur Adèle Garnier a également commis une publication avec Pignoli intitulée Gérer les migrations face aux défis identitaires. Une autre publication assez inspirante s'intitule Manage Force Displacement et une autre c'est Protecting Skilled Afghan Women. Professeur Adèle Garnier a également des publications sur jeunes réfugiés et soutien à l'emploi au Canada. Également une autre sur participation au marché du travail des réfugiés et des demandeurs d'asile à Bruxelles. Donc vous comprenez que c'est vraiment un riche portefeuille. Et comme mon collègue Jeff vous l'a présenté tout à l'heure, professeur Adèle Garnier ce matin aura la responsabilité de nous entretenir sur la thématique l'accueil des déplacés ukrainiens au Canada, une analyse comparée entre les villes de Québec et Winnipeg. Professeur Adèle Garnier, j'espère est-ce qu'il y a des choses que vous êtes enseignante à l'ICE, à l'École supérieure d'études internationales aussi? Oui, entre autres. Oui, voilà. Donc, en fait, excusez-moi pour les trous de mémoire. Donc, professeur, je vais vous passer la parole et puis vous allez aborder cette thématique. Je vous remercie infiniment.
Merci beaucoup Roland pour la belle introduction, c'est très gentil. Puis merci beaucoup pour l'invitation à la conférence. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet de recherche en cours. Et voici les liens, en fait, puisque c'est une présentation transversale avec certains aspects de la journée, sur lesquels je reviendrai tout à la fin. Donc, vous pouvez garder ça en mémoire pour ce que je vais vous montrer. Ça va aborder la thématique du virage des politiques migratoires en Occident, aussi la raisonnabilité des seuils d'immigration un peu, les décisions d'immigrer, et enfin, immigration et sécurité humaine. Donc, il va y avoir des aspects couverts ici. Donc, le projet de recherche dont je vais vous parler sur les déplacés ukrainiens au Canada, c'est un projet de recherche financé par le Conseil de recherche en sciences humaines et sociales du Canada qui s'appelle Transformer la protection humanitaire. Et vous avez une photo de quelques membres de l'équipe là devant le château Frontenac avec des collègues locales, dont aussi une auxiliaire étudiante. Il y a des étudiantes et ma collègue principale sur ce projet de l'Université de Winnipeg, Shona Lapman, Agnès Blais, qui nous aide à l'Université Laval à faire des entretiens, et Natella Malazonia, que vous voyez à droite, qui est elle-même déplacée ukrainienne et qui habite à Winnipeg, donc qui apporte son propre parcours au projet de recherche. C'est un projet de recherche quadrilingue, puisqu'on fait des entretiens en français, en anglais, et puisque les déplacés ukrainiens parlent ukrainien et russe, c'est aussi le cas. Donc dans ce cadre-là, on a fait des entretiens avec plus de 40 personnes, donc dont une vingtaine de déplacés ukrainiens dans les villes de Québec et Winnipeg, des Canadiens ukrainiens qui facilitent l'admission et l'installation des personnes déplacées, et des experts du gouvernement et de la communauté. Donc ça, c'est juste pour vous dire, ce projet de recherche en cours, on est en train de faire des analyses sur les entretiens qu'on a récoltés. Donc, c'est une journée triste aujourd'hui, puisque ça fait exactement 3 ans que la Russie a envahi l'Ukraine le 24 février 2022. Ça a causé une considérable crise humanitaire, la plus importante en Europe, et une mobilisation très forte au niveau mondial pour offrir des statuts de protection pour les Ukrainiens qui sortaient des frontières de leur pays. Et au Canada, on est dans une situation où, avant cette invasion, le Canada accueillait déjà la deuxième plus grande diaspora ukrainienne, la première étant en Russie, puisque c'est juste à côté de l'Ukraine. Et le gouvernement du Canada a créé un statut permettant l'admission des ressortissants ukrainiens, un statut temporaire qui s'appelle l'autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine. C'est un statut qui permettait d'arriver relativement aisément au Canada. À côté de cela, il y a aussi eu une façon d'accueillir les personnes en tant que famille de résidents permanents qui étaient déjà au Canada, qui est quelque chose de plus classique que le Canada fait dans les conflits, en réponse à des conflits. Par contre, ça c'est nouveau. Par contre, ce statut temporaire, j'insiste sur le mot temporaire, qui a été accordé aux déplacés ukrainiens au Canada, n'est pas un programme d'admission de réfugiés. La différence importante à savoir pour vous, qui sont beaucoup aussi des étudiants étrangers, vous avez un statut temporaire avec permis d'études. Les réfugiés au Canada, c'est un statut de résident permanent. Et une fois que vous l'avez, c'est relativement difficile de retourner dans votre pays d'origine, puisque vous fuyez la persécution. Alors qu'un statut de résident temporaire, vous pouvez faire des allers-retours entre votre pays d'origine et le pays où vous êtes. Ça vous montre combien de personnes ont bénéficié de ce statut. Donc, entre le moment où ça a été annoncé mi-mars 2022 et la fin de la période d'ouverture de ce visa, il y a presque 300 000 Ukrainiens qui sont arrivés au Canada avec ce statut-là, avec la VUQ. C'est le 4e programme le plus large d'admission fédérale en 2022. Donc, c'était vraiment des très gros volumes en 2022 et en 2023. En termes de volume, 300 000, et j'y reviendrai à la fin, quand le Canada accueille juste quelques dizaines de milliers de réfugiés par an. Donc, en termes de proportion, c'est beaucoup plus. Encore une fois, c'est un statut temporaire. Pour juste contexte très brièvement, ça c'est comment ça s'est passé en Europe, où le contexte c'est que beaucoup de pays européens ont aussi mis sur pied des programmes de résidence temporaire pour les Ukrainiens, ce qui a permis, puisqu'il y avait une fuite à proximité géographique, de régulariser la situation de très nombreuses personnes qui étaient sorties. Mais ce qu'on voit sur la carte, en fait, ce qui est important à voir, c'est que là où il y en avait plus, il y en a eu plus après. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y en avait déjà beaucoup en Espagne, en Allemagne et tout. Et en fait, c'est là que les gens sont allés. Et au Canada aussi. Donc, il y avait une grosse diaspora. Les gens sont allés là. Quand on regarde les motivations de migration, juste pour le mentionner brièvement,
l'existence de réseaux préliminaires préexistants à un déplacement, un mouvement migratoire, sont importants à prendre en compte. Ça, c'est qui, en fait, les gens qui sont arrivés avec le statut temporaire d'AVQ, les déplacés ukrainiens au Canada. En fait, ce qu'on voit, c'est que ce sont des personnes relativement jeunes, ce sont des personnes qui ont des familles, donc hommes, femmes, enfants. Finalement, il y a quand même pas mal d'hommes qui sont arrivés au Canada comparé à l'Europe, où c'est aussi surtout des femmes. La raison principale étant la mobilisation des Ukrainiens dans l'armée, évidemment, surtout des hommes. Mais au Canada, on a quand même eu beaucoup d'hommes qui sont arrivés. Comme vous voyez à droite, 91% disaient qu'ils avaient quand même une assez bonne connaissance de l'anglais, mais beaucoup moins du français. Et ça, c'est aussi le cas, comme on va le voir, de ceux qui sont arrivés à Québec. Mais c'est quand même des gens qui, pour des migrants forcés, c'est pas toujours le cas, puisqu'ils ont été forcés de partir de leur pays, maîtrisent l'anglais. Donc ça, c'est quand même un atout quand on arrive dans un pays comme le Canada. Presque tous avaient des études postsecondaires. Ça, c'est aussi important à retenir parce que c'est plus proche, disons, d'un profil de migrants économiques ou des étudiants avec permis d'études au Canada qu'un profil de réfugiés où les personnes ont la proportion qui font des études secondaires est souvent moins élevée. C'est aussi un atout, bien sûr, dans un contexte où vous voulez vous intégrer rapidement au marché du travail. Intéressant aussi parce que, alors ça, c'est quelque chose auquel les gens pensent pas beaucoup. 12% de cette population ne sont pas considérés comme race blanche. Ça veut dire que 12% des arrivés, ils sont mixtes ou, je veux dire, donc c'est pas tous des Ukrainiens blancs comme on a souvent le stéréotype dans les médias quand même. C'est assez, c'est pas énorme, mais je veux dire, à Québec, c'est proche de la proportion dans la population de la ville de Québec, par exemple. Okay. Et finalement, le dernier à droite est important, c'est-à-dire que vous avez une large proportion ça c'est un sondage représentatif qui a été fait par le gouvernement fédéral en 2022-2023. La moitié ont répondu en ukrainien, mais vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup qui ont répondu en russe. Alors leur première langue, c'est le russe. C'est des gens qui arrivent dans un contexte bilingue au Canada, alors que eux-mêmes parlent une ou deux langues. Et ça, c'est très représentatif de beaucoup de personnes, mais dans le cas ukrainien, ça joue aussi un rôle sur leur intégration, par exemple. Où ils sont? Là aussi, on a des données pas super récentes, mais qui restent assez représentatives. De façon assez peu surprenante, la plupart des déplacés ils sont en Ontario. Pourquoi? L'Ontario, c'est la province la plus peuplée du Canada, donc c'est assez normal qu'on en retrouve beaucoup à Toronto. Mais ils sont aussi beaucoup dans les provinces de l'Ouest. Pourquoi? Parce que la diaspora ukrainienne canadienne, elle est surtout dans les provinces de l'Ouest. Donc vous avez notamment Calgary et Winnipeg, justement, qui sont très représentés. Alors que, comme vous voyez, au Québec, oui, on est quand même assez représentés au total. On est presque à la même chose que le Manitoba, donc 12% des déplacés ukrainiens qui sont arrivés à cette époque-là, puis c'est resté à peu près stable depuis cette époque. 12% étaient au Manitoba, qui est une province où il y a 6 fois moins de population dans la province de Québec, et 11% au Québec. Donc il y en a à peu près la même chose dans les deux provinces, mais en proportion, c'est beaucoup plus au Manitoba. Et à droite, là, pour les villes, la ville de Québec n'est pas représentée parce que, pour vendre le punch tout de suite, il y a vraiment pas beaucoup d'Ukrainiens dans la ville de Québec. Mais c'est une ville à peu près aussi grosse que Winnipeg, et c'est pour ça qu'on a voulu comparer ces deux villes. C'est parce que c'est des villes moyennes, donc une où il y avait plein d'Ukrainiens avant 2022, et une où il y en avait vraiment pas beaucoup, dans un contexte où, à Québec, de manière générale, on n'est pas une ville très diverse, même si ça change beaucoup depuis 10 ans. Ce qui m'intéresse beaucoup, en fait, là, c'est comment l'accueil se fait, parce que c'est sur ça que je travaille beaucoup dans d'autres projets aussi. Là, il a été mentionné Bruxelles. Tout ça, par exemple, c'est parce que c'est des pays fédéraux sur lesquels je travaille. Donc là, le Canada, je travaille en Belgique, je travaille en Australie aussi. Donc qui fait quoi? C'est quoi que fait le gouvernement fédéral? C'est quoi que font les provinces ou les États? C'est quoi que font les villes? Ok? Donc c'est vraiment une espèce d'assemblage. Et là, pour les Ukrainiens, ce qui a été intéressant, donc non seulement le gouvernement fédéral a créé ce visa spécifique, mais ils ont aussi fait une exemption de frais de visa quand on appliquait. Ils ont offert, ça c'est vraiment quelque chose de nouveau pour les migrants temporaires au niveau fédéral, l'accès aux services d'établissement pour une période limitée pour quand ces gens sont arrivés. Donc le soutien au logement, le soutien à l'emploi, le soutien aux cours de langue. Je parle du fédéral, parce qu'au Québec, on gère nos affaires au niveau provincial. Mais au niveau fédéral, ça c'était nouveau, d'accord? Puis il y a eu une aide financière ponctuelle pour les déplacés ukrainiens, $3,000 par famille, par adulte, $3,000, oui, et puis $1,500 par enfant. Donc le gouvernement fédéral a dit, si vous arrivez avec ce statut, vous pouvez prétendre à de l'aide financière fédérale.
quelque chose d'assez nouveau. Il y a eu aussi une offre d'hébergement gratuit à l'arrivée qui était disponible dans certaines villes, dont Winnipeg. À Québec, il n'y en avait pas, donc on va voir les enjeux qu'il y avait. Fédéral. Au niveau provincial, il faut savoir que le Canada étant un pays fédéral, les provinces sont responsables de plein de choses comme l'apprentissage de la langue, l'éducation pour tout le monde, la santé pour tout le monde, l'aide sociale pour tout le monde, le logement pour tout le monde. Donc forcément, c'est les mêmes responsabilités pour les Ukrainiens. Okay? Au Québec, spécifique, en 2020, ils ont ouvert les services d'établissement dont je parlais au début pour les migrants temporaires, pour tous les migrants temporaires. Donc, avant l'arrivée des Ukrainiens, le Québec, on va le dire comme ça, était déjà plus généreux que le reste des provinces. C'est important de le souligner parce que il y a des discussions polarisantes, mais il faut savoir que sur les immigrants temporaires, le Québec était vraiment à l'avant-garde, là. Okay? Et au niveau municipal, très important aussi, en migration, les municipalités ont presque pas de compétences. En fait, déjà, c'est pas eux qui gèrent beaucoup d'argent, c'est les provinces et le fédéral. Mais ils peuvent offrir des services aux déplacés. Donc, par exemple, ils peuvent baisser les tarifs sur le bus, ils peuvent soutenir des activités dans les centres communautaires financés par la ville, des choses comme ça. Donc ça, c'est le genre de choses que certaines villes ont pu faire et que certaines villes ont pu faire en coopération avec certains gouvernements provinciaux. Et en fait, tout ça, c'était quand même beaucoup plus fort au Manitoba pour un certain nombre de raisons que dans la province de Québec. Ça va jusque-là? Ouais? Bon. Là, on va faire un peu des chiffres, mais pas beaucoup. OK? Alors, les chiffres que vous voyez, c'est beaucoup des chiffres du recensement parce que ça nous dit, en fait, c'est des chiffres représentatifs, là, quand vous représentez quand vous remplissez votre formulaire de recensement, c'est tout le monde. Combien de gens il y a où, c'est quoi les spécificités de la province du Manitoba et de la ville de Winnipeg par rapport à la province de Québec et la ville de Québec. Donc, comme vous voyez, les villes de Winnipeg et Québec sont assez similaires. Enfin, on est entre 500 et 1 million d'habitants, c'est des villes moyennes. Sauf que, au Manitoba, Winnipeg, c'est la métropole. Plus de la moitié de la ville de la moitié de la population du Manitoba habite là. Nous, à Québec, je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'on n'est pas la métropole de la province de Québec. C'est la ville de Montréal, même si on est la capitale nationale. Donc, il y a un effet de concentration des services qui se fait beaucoup plus fortement dans les grandes villes. Et la grande ville du Manitoba, c'est Winnipeg. Nous, on n'est pas une grande ville. Et quand on voit la population étrangère, Winnipeg, et ça c'est typique des métropoles à travers le pays, la proportion de personnes d'origine étrangère est plus élevée que dans le reste du Manitoba, qui est quand même une province très diverse. Au Québec, on est inférieur que la moyenne québécoise, qui est très influencée par le poids de Montréal, évidemment. Donc, quand on dit qu'il y a 16,7% de la population provinciale qui est d'origine étrangère dans la province de Québec, ça cache une vraie réalité, mais dans la ville de Québec, c'est moins, même si, très important, ça a considérablement augmenté les 10 dernières années. Mais on est une des villes les moins hétérogènes ou les plus homogènes de tout le Canada, historiquement, depuis longtemps, depuis le début du XXe siècle. Ça veut aussi dire que pour les personnes allophones qui parlent ni l'anglais ni le français, il y en a aussi plus que la moyenne à Winnipeg, même si, comme vous voyez, c'est quand même pas beaucoup, et moins à Québec par rapport à la moyenne de la province. Comme maintenant ça c'est plus un focus sur la diaspora ukrainienne, il y a vraiment beaucoup de gens qui comprennent l'ukrainien au Manitoba et dans la ville de Winnipeg, alors que dans la ville de Québec, comme vous pouvez voir, avant l'invasion russe de 2022, ça se comptait dans les centaines, les gens qui parlaient ukrainien sur une ville de plus de 500 000 personnes. C'est vraiment pas beaucoup. Et ensuite, vous pouvez voir des chiffres dont j'ai déjà parlé, donc c'est-à-dire le fait qu'il y a à peu près le même nombre en proportion à Winnipeg, dans le Manitoba et dans la province de Québec, mais par contre, ils sont vraiment concentrés à Winnipeg et il y en a vraiment pas beaucoup à Québec. Ça m'intéressait beaucoup, moi, dans mon projet de recherche, de voir, c'est des villes assez similaires, mais dans un contexte politique très différent parce que la province gère ses affaires au Québec, alors que le Manitoba s'aligne beaucoup plus sur les gouvernements provinces fédérales, de voir comment ça se passe dans un contexte où il y avait vraiment presque pas d'Ukrainiens ici. D'accord? Et là, maintenant, je vais vous comparer comment ça s'est passé sur le terrain un peu, là. Donc, c'est basé sur nos entretiens et sur ce qu'on a pu observer depuis 2 ans. On fait aussi une veille des médias sociaux parce qu'il y a des groupes communautaires qui sont très actifs. Donc, la ville de Québec s'est fortement mobilisée sur le plan politique quand il y a eu l'invasion. Vous avez eu des déclarations de la ville en solidarité avec les Ukrainiens, par exemple. Et la ville, accueille les Ukrainiens. Mais ce qui se passe, c'est que la province de Québec a une vision assez universaliste des services d'établissement, donc ça veut dire que tous les mêmes services vont être ouverts pour tout le monde, en fait, un peu. Donc, par exemple, ici, vous avez la cérémonie annuelle de bienvenue pour les nouveaux arrivants. Je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà allés au centre de glace, c'est très sympa. Il n'y avait pas, il y a pas d'initiative vraiment spécifique pour les Ukrainiens, en fait. C'est des initiatives qui sont là pour tous les nouveaux arrivants, qui sont très intéressantes.
mais ça s'adresse à tous les, c'est parce que ça reproduit la façon dont la province de Québec, avec la focus sur, on va dire, l'interculturalisme, même si c'est plus un concept qu'une pratique souvent, mais de dire que on va traiter tout le monde de la même façon, si vous voulez. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est la mobilisation sur le sport. On est une ville de hockey, et il y a eu le tournoi des pays en 2023, ils ont vraiment mis le focus sur faire venir des enfants d'Ukraine et tout. La ville, il y a eu un engouement très très fort en 2023 sur une équipe de jeunes Ukrainiens qui ont participé au tournoi Pee-Wee, bon, qui vient de finir cette année, mais les 2 dernières années, c'était une équipe importante. Ça a joué un gros rôle dans la perception de la ville des Ukrainiens locaux. Et il y a aussi une mobilisation politique dans le sens où là, par exemple, on l'a vu avec à chaque fois qu'il y a la commémoration de l'invasion russe, François Legault, par exemple, a soutenu une motion en soutien au peuple ukrainien hier à l'Assemblée nationale. Avant-hier, je crois, et hier, vous avez la manifestation devant donc c'est une photo de ce qu'il y a hier à l'Assemblée nationale, et Monsieur Duclos était présent, hein, le député et le ministre. Jean-François Simard, qui est aussi un député d'une circonscription où les Ukrainiens ont beaucoup de soutien du député, qui d'ailleurs connaît très bien Monsieur Duclos, sont très impliqués. Donc, dans l'imbrication au niveau municipal, vous avez aussi un reflet des niveaux, là c'est vraiment provincial et fédéral, dans le sein de la ville, qui soutiennent les Ukrainiens de ce point de vue-là. Là, ça c'est plus sur le fait qu'il n'y avait pas de diaspora avant. En fait, il y a eu vraiment un accroissement normal, si vous voulez, pour les gens, pour aider les déplacés, avec la création de nouveaux regroupements ukrainiens. Le plus important en termes de structure et d'institutionnalisation, c'est l'Alliance des Ukrainiens de Québec. Vous voyez le logo qu'ils ont avec les couleurs du drapeau ukrainien sur la fleur de lys, c'est très important. Et il y en a 2 autres. Il y en a un qui existe déjà plus, qui s'appelle Vilny, des gens de Vilny se sont incorporés au Centre ukrainien de la culture et des loisirs. Donc, ils sont comme des associations. L'Alliance des Ukrainiens, c'est beaucoup des Ukrainiens qui étaient déjà là, dans la ville, qui parlaient déjà français, et qui déploient des services pour aussi soutenir l'effort ukrainien de la guerre. Donc, il y a une partie humanitaire, et font des actions. Ils ont réussi à avoir accès à un presbytère, avec Monsieur Simard, d'ailleurs, à Beauport, en fait. Donc, des lieux d'une église dont ils se servent gratuitement pour faire des trucs culturels pour les Ukrainiens, aider la population qui est là. Et les autres maintenant, donc le Centre ukrainien de la culture et des loisirs fait maintenant des cours de culture ukrainienne organisés par des bénévoles. Et une grande partie des gens qui font ça, c'est des déplacés qui sont arrivés depuis 2022. Donc il y a une très forte mobilisation. Et ce que ça cause avec cette très forte mobilisation, c'est que les gens sont fatigués. Parce que oui, on n'a pas beaucoup d'Ukrainiens, mais il y a vraiment pas beaucoup de gens qui les aident non plus. Et les services d'établissement de la ville, comme j'ai dit, c'est un mandat qui s'applique pareil à tous les nouveaux arrivants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une arrivée forte de migrants temporaires dans la ville et aussi un certain nombre de demandeurs d'asile. Ça fait que les organismes d'établissement de la ville de Québec, qui sont déjà moins nombreux que dans une ville comme Montréal, mais c'est pareil à Montréal quand même, sont très demandés. Et comme il n'y a pas beaucoup d'Ukrainiens, c'est pas nécessairement leur clientèle prioritaire, ce qui a aussi contribué au fait que les personnes elles-mêmes se sont mobilisées pour la communauté. Donc c'est ça la configuration de la ville de Québec. Et puis comme il me reste que 5 minutes là, n'hésitez pas si vous avez plus de questions sur comment ça se passe à Québec après. À Winnipeg, en fait, puisqu'il y a une forte diaspora ukrainienne au Manitoba, c'est aussi des gens qui sont dans des positions où ils ont beaucoup d'influence sur ce qui se passe au niveau municipal, provincial, etc. Juste parce que ça fait longtemps qu'ils sont là et qu'ils ont des ressources. Et il y a eu une très forte mobilisation structurelle au niveau provincial, vraiment, pour accueillir les personnes. Et comme Winnipeg, c'est la métropole de la province, c'est là que ça se passe. Comme j'ai dit, à Québec, il n'y a pas eu d'hébergement gratuit fourni aux Ukrainiens, juste parce que ils étaient plus à Montréal, puisque c'est la métropole de la ville de Québec. Alors qu'à Winnipeg, ce qui s'est passé, c'est qu'un hôtel, un Best Western, à côté de l'aéroport de Winnipeg, ils ont ouvert un centre provincial d'accueil, comme un espèce qui fournissait tous les services. Donc en fait, avec des bénévoles qui parlaient surtout ukrainien et un peu russe, mais surtout ukrainien, pour vous fournir un NAS, pour vous aider avec l'assurance santé, tout ça. Donc vous arrivez là pendant 2 semaines. En plus, le gouvernement provincial du Manitoba a rajouté 2 semaines qu'ils ont payées de la province. Donc ça a été 1 mois parfois pour certaines familles qui sont arrivées, qui sont allées là, qui avaient des chambres, qui avaient je veux dire, c'était un bon endroit aussi pour faire les formalités, pour avoir accès à votre aide d'urgence et tout ça. Où on leur expliquait aussi comment ça fonctionnait, et après 1 mois, normalement, avec les réseaux qui se sont créés sur place, en fait, de façon assez organique, parce que tout le monde était proche les uns des autres, c'est vraiment des dynamiques de proximité, ça a aidé à ce que les gens trouvent des appartements, se parlent, etc.,
avec beaucoup d'affichage aussi dans les langues, donc surtout en ukrainien et un peu en russe. C'était vraiment un modèle au point où les services d'établissement de Winnipeg, qui est une ville très multiculturelle, hein, il y en a beaucoup et tout, mais on dit mais c'était super, on devrait faire la même chose pour tous les déplacés qui arrivent à Winnipeg. Okay? Donc ça a été une initiative modèle que là s'est mis en place. Un organisme absolument clé là-dedans, ça a été le Congrès des Ukrainiens canadiens, qui est la plus grosse organisation de la diaspora ukrainienne, qui est très très forte au Manitoba. Ils sont aussi représentés au Québec, mais par exemple là c'est nouveau qu'ils commencent à être présents dans la ville de Québec, mais là ils ont vraiment joué un rôle important juste à l'arrivée. Au niveau de la mobilisation, ça c'est juste pour vous montrer, ça c'est l'hôtel de ville de Winnipeg avec la commémoration des 50 ans de jumelage avec la ville ukrainienne de Lviv, donc il y a vraiment un historique de relations très fort entre les deux villes. Et puis, vous voyez le symbole du Congrès canadien des Ukrainiens qui en ont vraiment fait énormément, continuent de le faire. Et vous voyez, ça, c'est les manifestations de solidarité. Donc, dans ce cas-là, comme un peu dans la province de Québec, vous avez aussi beaucoup c'est la ville où les infrastructures de solidarité politique se passent. Et dans le cas des manifestations de commémoration, à chaque fois, vous avez les premiers ministres respectifs du Manitoba de n'importe quelle couleur politique. Donc, ça s'est passé des conservateurs aux néo-démocrates qui étaient à la manifestation pour parler. Donc, à Québec, certes, François Legault était pas là, mais c'était des députés qui étaient ici aussi. Et puis, il y a eu une commémoration à l'Assemblée. Donc, la mobilisation politique est quand même forte. C'est aussi ça vous prouve à quel point, historiquement, la population ukrainienne est importante et aussi à quel point les gens se sentent solidaires de ce qui se passe maintenant. Je vous invite, je ne vais pas vous les montrer parce que j'ai pas le temps, mais sur le site de la chaire sur les dynamiques migratoires mondiales, dont je fais partie aussi, on a fait 2 cartes narratives avec 2 familles, parmi lesquelles qu'on a interviewées et dont on a anonymisé certains détails. Donc c'est pas des portraits, vous trouverez pas les vrais noms, vous trouverez pas le vrai nombre d'enfants, mais c'est très proche de leurs expériences vraies, de trajectoires, donc de ces 2 familles avec qui on s'est entretenu, de leurs villes respectives en Ukraine, donc Pavlograd et Kharkiv, vers Québec et vers Winnipeg. Donc, vous voyez vraiment leur trajectoire géographique avec des bouts d'entretien et après leur parcours d'établissement dans les 2 villes. Donc, avec vraiment des cartes de où ils sont arrivés, dans quel quartier ils se sont installés, c'est quoi les services auxquels ils ont accès. Donc, ça prendrait trop de temps pour les montrer sur votre écran, mais c'est pareil, je vous invite vraiment là, si vous voulez me voir après, je vous dirai où c'est sur le site, mais c'est vraiment sur le site de la chaire sur les dynamiques migratoires mondiales et vous avez les trajectoires migratoires. On est en géo, et alors ça c'est vraiment fait juste avec Claire Orsin qui est une diplômée maintenant du département de géo en bac, c'est elle qui a fait les cartes dans son projet de bac. Donc c'est vraiment super d'aller voir ça. La conférence a un objectif de vulgarisation, ça participe vraiment à la vulgarisation. Donc maintenant, les perspectives de plus long terme, en fait, rapidement, c'est juste pour dire que pratiquement tous les Ukrainiens, donc 9 sur 10, aimeraient rester. Parce que la guerre n'est pas finie, parce qu'ils se sont installés maintenant, parce que il y avait aussi des Ukrainiens quand ils sont arrivés, ils habitaient déjà à l'étranger, au fait, et ils se voient rester au Canada. Sauf que c'est devenu très difficile, parce qu'il y a un très fort décalage entre l'accès à la résidence permanente et le niveau d'immigration temporaire. Donc là, il y en a beaucoup qui peuvent renouveler leur AVQ, donc rester au Canada encore 3 ans, mais qui n'ont aucune idée sur qu'est-ce qui va se passer après. Pourquoi c'est un statut temporaire? C'est pas tout le monde qui va avoir le statut de réfugié s'ils y appliquaient. La plupart, je pense, souhaiteraient avoir un parcours d'immigrant économique. Mais au Québec, il faut savoir parler français très bien. Beaucoup ne maîtrisent pas assez la langue pour être accessible, donc c'est très difficile. Il faut avoir le bon âge. Il y a des personnes âgées. Et si vous avez plus de 45 ans, vous avez plus de points pour votre âge comme résident permanent. Donc, ça crée un vrai défi pour savoir ce qui va se passer pour ces personnes dans les prochaines années, sachant que aussi bien le Québec que le Canada réduisent l'immigration permanente. Au Québec, ça fait longtemps, mais là, c'est nouveau au niveau du Canada aussi. Il y a un gros décalage entre 300 000 personnes arrivées comme résidents temporaires et ce qui va se passer pour toutes ces personnes au niveau des résidences permanentes. Et donc, quand je dis que ça reflète un accueil hétérogène, pourquoi ? C'est parce que on l'a vu que Québec et Winnipeg, c'est très différent, mais aussi parce que la façon dont les Ukrainiens est arrivés, c'est très différent de la façon dont les réfugiés arrivent au Canada, c'est-à-dire avec un statut permanent. Donc oui, ils en prennent pas beaucoup, mais une fois que vous êtes là, vous pouvez plus repartir. Par contre, le fait qu'il y ait eu tellement de gens qui sont arrivés, il y a certaines personnes, en fait, ça a été une des critiques qui a été faite par rapport à, c'est le gros volume de gens qui sont arrivés, et aussi le fait que visiblement c'était une initiative privilégiée pour une population majoritaire blanche. Ça, c'est des critiques qui ont été faites
comme quoi il y aurait eu un 2 poids, 2 mesures, qui est quand même une question sur la légitimité des politiques migratoires du Canada. Donc c'est important à garder en mémoire. Et donc je vais revenir au lien que la présentation essayait de faire avec les thématiques de la conférence. Donc quand on parle du virage des politiques migratoires en Occident, on voit comme le développement d'une protection humanitaire temporaire, puis des frontières floues entre c'est quoi la migration humanitaire et la migration économique finalement. Parce que les Ukrainiens, ils étaient beaucoup vus comme des super travailleurs aussi. Sur la raisonnabilité des seuils d'immigration, là, ce dont je viens de parler, c'est-à-dire le décalage entre volume d'immigration temporaire et immigration permanente, ça laisse les gens dans le flou, dans l'incertitude. Ça, je vous apprendrai rien aux gens qui sont là comme étudiants puis qui voudraient rester. C'est très difficile à vivre. Ok ? Sur les parcours des gens, c'est très difficile à vivre. Sur les décisions d'immigration, il faut pas oublier que, et Wai en a parlé dans sa présentation, si vous avez une opportunité, c'est plus facile que quand vous en avez pas, quand même. Mais s'il y a aussi des diasporas, ça va aussi influencer votre choix géographique d'où vous allez. En Europe, comme au Canada, à l'intérieur du pays. Et sur la sécurité humaine, migration et sécurité humaine, c'est quelle protection pour les déplacés il y a dans le monde, que ce soit au Canada et ailleurs, quand vous rentrez pas dans la définition de la Convention sur les réfugiés. Dans quel genre de situation vous vous retrouvez? C'est quoi vos perspectives de long terme avec un statut pas clair? C'est là-dessus que je vais finir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Adèle Gagné. Je ne prendrai pas le risque de ressasser ou bien de résumer cette belle présentation. On retient quand même que il y a un décalage entre les volumes d'immigration au niveau fédéral et provincial, et notamment entre les résidents temporaires et ceux qui voudraient rester comme résidents permanents. On retient également que ce travail dévoile qu'il y a comme finalement une hétérogénéité entre les villes de Québec et de Winnipeg. On retient également que il y a finalement quand même un bel accueil de la diaspora ukrainienne au Canada, avec des participations des autorités politiques provinciales et fédérales dans des cérémonies de commémoration. Il y a des offres d'hébergement, il y a une assistance financière, il y a même une mobilisation des leaders politiques du Québec. Et finalement, quand on est africain, on a envie de devenir un immigrant ukrainien au Canada. Et je voudrais quand même aussi souligner au passage que le Canada fut le premier pays occidental à reconnaître l'indépendance de l'Ukraine en 1991 et que le Canada apporte une aide militaire à l'Ukraine. La question que je voudrais poser au professeur Adèle Gagné, c'est que représente la force de la diaspora ukrainienne dans la géopolitique de la guerre? Est-ce que cette diaspora ukrainienne en Amérique du Nord, au Canada singulièrement, peut constituer un levier en termes de diplomatie auprès des États du G7? Est-ce que le Canada, c'est le porte-parole de l'Ukraine dans les institutions internationales? Donc, c'est la question que je voulais vous poser. Mais alors, c'est sûr que moi, je travaille pas exactement là-dessus, mais ce que je peux vous dire, c'est que le fait qu'il y ait une diaspora importante, qui a beaucoup de ressources, c'est certain que ça joue un rôle. Parce que si on regarde, par exemple, il y avait une étude très intéressante de Statistique Canada qui a été faite sur les ressources de la diaspora ukrainienne. C'est des personnes qui, en général, sont plus qualifiées que la population au Canada en moyenne, qui ont un revenu disponible plus important. On sait aussi qu'il y a un conseil spécial de l'Ukraine au gouvernement canadien, enfin, dans l'affaire mondiale, que Chrystia Freeland est d'origine ukrainienne. Donc, je pense que on peut dire que, en raison de ces particularités-là, la voix de ce que ça représente l'Ukraine est importante, mais c'est pas le seul facteur. Il faut quand même voir qu'on est dans une situation de conflit qui s'apparente à quelque chose qui est comme un retour en arrière vers la guerre froide. C'est-à-dire que l'Ukraine, oui, mais c'est aussi contre l'invasion russe qui est un peu perçue comme il y a un lien avec le passé soviétique historique. Hein. Donc je pense que c'est ça aussi qui joue un rôle dans le sens où, avec cette espèce de vision de l'Occident, on défend pas juste comme les valeurs du Canada, on vient un peu défendre cet héritage politique qui est mis en question là avec ce qui se passe avec les États-Unis. Donc je pense que c'est un autre facteur qui joue un rôle ici.
Après, oui, tout à fait. Il y a mise à disposition de véhicules militaires, etc. par le Canada. Mais je pense que ce serait intéressant de faire une étude spécifique. Et comme dit, moi, je travaille vraiment sur l'immigration, pas sur la diplomatie. Donc, d'aller demander aux élites, en fait, quel rôle ça joue. Mais c'est clair que ces réseaux existent. Merci. Et d'ailleurs, vous avez évoqué le ministre Duclos qui participe souvent à l'accueil des immigrants ukrainiens qui viennent d'arriver. Je vais vous poser une dernière question, professeur Adèle Gagné. Comment est-ce qu'on fait pour concilier, par exemple, le fait que les immigrants ukrainiens ne parlent pas français? C'est un enjeu au Québec, mais ils sont surqualifiés. Comment est-ce qu'on fait pour concilier aussi bien la coopération fructueuse entre le Canada et l'Ukraine, la tentative de capitaliser cette ressource humaine, parce que vous avez souligné qu'il y a quand même 91% d'immigrants ukrainiens au Canada, donc dans la ville de Winnipeg et de Québec, qui ont un diplôme postsecondaire. Donc, comment est-ce qu'on fait pour concilier cela avec des politiques publiques de plus en plus restrictives au niveau beaucoup plus provincial? Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que effectivement, c'est une diaspora qualifiée, là, même ceux qui sont arrivés, et que le niveau d'anglais est fort, même pour ceux qui ont choisi le Québec, parce qu'ils ont, ça c'est dans les trajectoires, ils n'ont pas nécessairement choisi le Québec pour la langue. Il y en a qui l'ont fait, mais aussi il y en a certains parce que ils ont rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux, puis qui les a aidés, fait qu'ils se sont retrouvés dans la ville de Québec. On en a parlé à plusieurs personnes comme ça. Je vous dirais que déjà, si vous parlez anglais, c'est un atout par rapport à si vous parlez ni français ni anglais. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que la ville de Québec, structurellement, surtout en 2022, là, connaissait vraiment un très gros problème de pénurie de main-d'œuvre. Et pour beaucoup d'emplois, quand vous arrivez, on a fait d'autres études à la chaire de recherche, là, vous n'avez pas nécessairement besoin de parler anglais ni français pour faire ces emplois-là. Donc, ce qui se passe, en fait, avec les Ukrainiens, et ça, je l'ai pas encore étudié de façon vraiment détaillée, mais vous avez un processus de déqualification. Dans le sens où trouver un emploi, pour de nombreuses personnes, en soi, ça n'a pas été si difficile. Mais trouver un emploi, alors, niveau de qualification a été difficile. Et il y a eu un aspect genré, parce que ça a été particulièrement difficile pour les femmes, parce que le gouvernement provincial ne donne pas accès gratuitement aux garderies subventionnées. Donc là, ça a mis beaucoup de femmes qualifiées aussi, parce que c'est ça, l'Ukraine, c'est le modèle ancien pays de l'Est, c'est-à-dire que les femmes et les hommes ont à peu près les mêmes niveaux de qualification, c'est pas comme ça partout, se sont retrouvées déqualifiées et structurellement dans des situations difficiles pour elles. Donc je suppose qu'un des accès, mais c'est pas très difficile, enfin je veux dire, c'est la francisation qui est vraiment mis en avant par le gouvernement. Or, là, avec les coupes qu'il y a eu en francisation, il y a de très nombreuses personnes, dont beaucoup de déplacés ukrainiens prennent ça comme une trahison, parce qu'on leur a dit faites tout pour vous intégrer, en plus vous avez les qualifications dont on a besoin et tout, et là on coupe la francisation. Pour moi, et ça le fédéral n'a rien à voir avec ça, de la part du gouvernement provincial, c'est vraiment dur. Ok, merci. On va ouvrir la séance de questions. Vous vous avancez, vous vous présentez, où venez. Vous nous dites dans quel programme ou dans quel des métiers vous, oui. Bonjour, je suis en études internationales en sécurité à l'ESEI. Ma question, c'était justement par rapport à l'accueil des réfugiés. Est-ce qu'il y a eu une sorte de coordination au niveau international, dans le sens où est-ce que les pays se sont un peu consultés, entre guillemets, pour des quotas, et est-ce que justement l'accueil des réfugiés au Canada, ça a joué sur l'accueil d'autres réfugiés? Est-ce que du coup, vu qu'on a accueilli beaucoup d'Ukrainiens, est-ce qu'on a un peu moins accueilli d'autres nationalités? Est-ce qu'il y a eu comme une sorte de favorisation de la nationalité? Encore une fois, c'est pas des réfugiés. C'est important, c'est vraiment important de le dire. C'est des migrants temporaires qui ont été accueillis avec un visa de migrants temporaires. Alors que les réfugiés, c'est une catégorie spécifique du. Non, mais je veux pas. C'est juste parce que vraiment, quand j'écris là-dessus, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'air de savoir que c'est comme ça. Donc, les journalistes disent que c'est des réfugiés ukrainiens. C'est des migrants temporaires ukrainiens. C'est des déplacés. C'est pour ça que je dis déplacés. Pour revenir à votre question, il n'y a pas eu de coordination en fait. Non, ni au niveau international, même pas au sein de l'Union européenne. C'est juste que les pays. En Europe, il y a eu ce statut que la Commission européenne a mis en place pour la première fois d'accueil de déplacés avec un statut temporaire à la suite d'une crise, mais qui était un statut qui existait dans les lois européennes depuis la fin des années 90, en fait. En fait, au contraire, ce qui est vraiment intéressant avec le statut de migrant temporaire, là, c'est que normalement, quand c'est des réfugiés qui arrivent au Canada, là, il peut y avoir un effort de coordination. Avec les migrants temporaires,
le fédéral n'est pas habitué à coordonner des affaires sur les migrants temporaires. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont créé quelque chose qui s'appelle Opération Havre de Paix Ukraine, où ça a été comme un organe consultatif entre les provinces. Le Québec a presque pas participé, en fait. Mais juste pour savoir où les gens étaient, pour savoir comment leur donner des services. Mais c'est pas une coordination, c'est plus, bon, maintenant qu'ils sont là, on va essayer d'échanger des données pour les aider au mieux, ce qui était vraiment une grosse avance sur comment le fédéral, donc l'immigration et les organismes communautaires travaillent sur l'immigration temporaire. Ça, je pense que ça a été vraiment, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a toutes ces données, en fait, sur les Ukrainiens. Ça a été très, très bien. Mais on peut pas vraiment parler, si vous voulez, de coordination. Ça s'est fait parce que les pays, en même temps, ont mis des instruments à disposition en même temps à une population. Et ce que je montrais tout à l'heure, c'est là où il y avait déjà de la population ukrainienne, finalement, il y a eu plus de gens qui sont allés là. Donc, que ce soit en Europe ou ici, ça dépend des provinces, en fait. Merci. Merci. Est-ce que... Oui. D'abord vous, puis Yvon. Les deux dernières questions. Yvon, avancez. Vous présentez-vous, vous nous donnez le nom de votre programme. Et, Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Mon nom c'est Charles Antoine, je suis en études internationales. Le Premier ministre québécois, François Legault, vient de faire la déclaration suivante. Ça fait aujourd'hui 3 ans que la Russie a lancé son offensive pour envahir l'Ukraine. Je salue le courage et la résistance du peuple ukrainien. Le Québec sera avec l'Ukraine jusqu'à la fin de la guerre. Est-ce qu'à votre avis, les Ukrainiens ont été très bien accueillis au Québec? Et quel est le fondement de la politique migratoire du Canada-Québec vis-à-vis des Ukrainiens, les intérêts du Canada? Est-ce que c'est une politique discriminatoire par rapport aux autres peuples, justement, qui font face à des problèmes très, très difficiles? Et en fait, si Donald Trump arrive à mettre fin à la guerre russo-ukrainienne, est-ce que cette politique canadienne vis-à-vis des Ukrainiens sera modifiée? Est-ce que les Ukrainiens également seraient très heureux de retourner dans leur pays? Merci. Merci. Alors, comme j'ai essayé de le montrer, il y a une très forte diaspora ukrainienne au Canada. Et le fait d'avoir une diaspora forte avec beaucoup de ressources, je pense, joue un rôle dans les décisions politiques qui sont prises, pas juste au Canada, mais en Europe aussi. Et puis, comme j'ai dit aussi tout à l'heure en réponse à la question de Roland, il y a le contexte post-guerre froide, hein, donc il y a ça. Et je suis d'accord avec vous, on n'a qu'à comparer ce qui se passe par rapport aux déplacés du Soudan, aux déplacés de Gaza, c'est pas la même chose. Ok ? Après, il y a d'autres facteurs qui jouent un rôle aussi, bien entendu. Mais effectivement, beaucoup d'organismes ont dit, si vous avez été capable de faire ce statut-là pour les Ukrainiens, pourquoi vous l'avez pas fait pour d'autres? Le contexte de l'opinion publique n'est pas à négliger. Ça faisait 25 ans que le Canada était exceptionnel dans tous les pays riches pour avoir un niveau d'acceptation des niveaux d'immigration. La majorité de la population disait on accepte autant de gens que vous prenez ou plus. Et là, il y a vraiment eu une diminution forte des personnes en faveur de l'immigration. Donc, plusieurs facteurs sont arrivés en même temps qui peuvent contribuer à expliquer ces différences de traitement. Je vous dirais que beaucoup de personnes qui ont aidé les Ukrainiens, notamment dans les villes particulièrement multiculturelles, donc c'était encore plus visible qu'ici au Québec, donc à Winnipeg ou ailleurs, on dit qu'il faudrait faire la même chose pour d'autres populations. Donc, on va voir si ça mobilise les gens. Pour votre deuxième partie de question, c'est une très bonne question, parce que ce qui risque de se passer, c'est que comme ces personnes sont là avec un statut temporaire, bien sûr, quand ce statut temporaire est fini, si on ne reconnaît pas qu'elles ont aucune autre raison de rester au pays, il va falloir qu'elles rentrent. Et la question, je veux dire, on va voir ce qui va se passer. Si c'est des centaines de milliers de personnes qui, comme on l'a vu, 90% voudraient rester ici, qu'est-ce qui va se passer? Je peux pas répondre, mais à mon avis, ça va pas être facile. Merci. Une dernière question, Yvon. Vous auriez une question, vous? Venez, si peut-être que le professeur... Allez-y. Allô. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Je suis Yvon Guerrier, candidat au doctorat en études internationales. Alors, ma question, c'est, au cours de la trajectoire de la guerre, à plusieurs moments, l'État ou le gouvernement ukrainien aurait manifesté l'intention à ce que les migrants qui soient au Canada ou dans d'autres coins du monde reviennent au pays par rapport à certains besoins de bras pour supporter le conflit.
Jusqu'à présent, j'ai l'impression, quand j'ai suivi les journaux, que le positionnement des gouvernements du monde entier un peu reste flou sur cette question, sur cette préoccupation. Mais à votre niveau, s'il vous plaît, est-ce qu'au niveau Canada, vous côtoyez très probablement les Ukrainiens, vous avez une idée sur la perception des migrants ukrainiens par rapport à cette situation? Merci beaucoup. C'est une très bonne question. En fait, ce que je peux vous dire, c'est que l'État ukrainien, et je veux dire l'État ukrainien prend ses décisions indépendamment des autres États, met beaucoup l'emphase sur le retour, et particulièrement des hommes de plus en plus jeunes pour participer à l'armée, et ça crée des très grosses difficultés dans les communautés ukrainiennes d'ici, parce que par exemple, pour renouveler vos papiers ukrainiens, il faudrait retourner en Ukraine, etc. Je sais pas ce que le gouvernement canadien peut faire. En fait, c'est pas son rôle. Mais par contre, ça crée une très grosse incertitude parce qu'il faut voir aussi que la population ukrainienne ici, je veux dire, soutiennent leur pays, mais ça veut pas dire qu'ils veulent nécessairement aller mourir au front, quoi. Donc ça, c'est très difficile et c'est aussi à suivre par ce qui va se passer. Je sais pas. Mais merci infiniment. On va applaudir professeur Gagné et on va écouter quelqu'un qui lui sait ce que le gouvernement du Canada peut faire face à cette situation. Donc merci à vous.